Alors, bienvenue à ce symposium, une session plénière plutôt conjointe à SNSFA Québec-Canada, Canada-Québec. Alors, la première présentatrice ce matin, c'est professeure Marie-Claude Voll de l'École de nutrition de l'Université Laval qui va nous entretenir de la nutrition de précision. Alors, bonjour tout le monde. Avant de débuter, j'aimerais remercier sincèrement les organisateurs du congrès de me donner cette opportunité de vous parler de nutrition de précision. C'est toujours pour moi un plaisir de faire des présentations sur le sujet. Alors, sans plus tarder, vous voyez mon titre, Nutrition de précision. Un nouvel horizon dans la prévention et la gestion des maladies cardiométaboliques avec un point d'interrogation. On pourra discuter à la fin pour voir si c'est réellement peut-être un nouvel horizon ou si peut-être qu'il est trop tôt aussi pour implémenter des approches de ce type-là, nous verrons. Donc, avant de débuter, une petite pensée pour mes collègues qui, aujourd'hui, au Québec, fêtent le 25e anniversaire de notre institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, donc qui a été créé il y a 25 ans et qui est aussi à l'origine du fait que j'ai réorienté ma recherche beaucoup plus en nutrition de précision versus en médecine de précision là, dans les années peut-être qui avaient précédé la création de notre institut. Donc, ils sont tous réunis aujourd'hui là, pour célébrer ces 25 ans là, de succès pour cet institut. Donc, en débutant, est-ce que ça fonctionne, ce micro? Oui, merci. Donc, je sais que je parle à un auditoire qui est relativement convaincu que la nutrition et les bonnes habitudes de vie sont la pierre angulaire de la prévention des maladies cardiovasculaires. Toutefois, une solution unique en nutrition n'existe pas. Donc, je suis certaine que vous en êtes tous conscients. Donc, le one size fits all ne tient pas compte des différences qui sont génétiques, métaboliques, culturelles, etc. Et donc, c'est pourquoi il n'existe pas une solution unique en nutrition. Donc, la nutrition de précision, j'aime la définir telle qu'on la voit ici. En fait, c'est la définition que le NIH a utilisée lorsqu'ils ont convié les experts pour faire l'appel à proposition de ce que sont devenus les projets qui font partie du Nutrition for Precision Health, imbriqués dans le grand projet All of Us aux États-Unis. Donc, c'est une définition qui dit que la nutrition de précision, c'est une science, c'est une approche qui permet de développer des recommandations nutritionnelles qui vont être dynamiques et compréhensives et qui vont être pertinentes autant pour l'individu que pour la population. Donc, j'aime bien cette définition parce qu'elle n'oppose plus les approches individuelles aux approches de santé publique en nutrition. Donc, c'est vraiment un cadre de recherche et de pratique qui va considérer les niveaux multiples, synergiques d'influence que sont les habitudes alimentaires, le background génétique, l'état de santé, le microbiome, le métabolisme, les expositions environnementales, les caractéristiques psychosociales, etc. Donc, cette recherche sur l'hétérogénéité de la réponse à des interventions nutritionnelles a beaucoup évolué au cours des dernières années, aussi beaucoup dû au fait que pour plusieurs sociétés de nutrition, comme on voit ici la Société américaine de nutrition, et d'autres pays à travers le monde ont fait de cette recherche de la compréhension de l'hétérogénéité observée lors des interventions nutritionnelles, l'hétérogénéité dans la réponse métabolique à des interventions nutritionnelles, est devenue une priorité de recherche et a donné lieu à de grandes initiatives qui ont permis de financer la recherche dans ce domaine. Donc, la nutrition de précision, son objectif ultime est évidemment de pouvoir identifier les déterminants des différences interindividuelles qu'on observe dans la réponse aux nutriments ou au profil alimentaire, le tout à l'aide des technologies omiques, pour lesquelles on a connu un développement accéléré des technologies omiques à haut débit au tournant des années 2000, accompagné du développement de la bioinformatique et de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une science qui a pu se développer et qui a l'avantage de rassembler des scientifiques aux expertises diversifiées, ce qui fait que travailler dans ce domaine-là, c'est toujours hyper plaisant
de par les collaborations diversifiées dès le départ, si on veut mener à terme ces projets. Donc, l'objectif ultime de la nutrition de précision, c'est d'optimiser la réponse métabolique des individus. Donc, elle se situe beaucoup dans un contexte de promotion de la santé, donc de donner le maximum, le potentiel maximum à chacun des individus dans un but de promotion de la santé, mais peut s'inscrire aussi dans des approches de prévention et de traitement, par exemple, des maladies chroniques sociétales. Donc, ici, une image qui date de déjà plusieurs décennies, mais qui démontre bien cette hétérogénéité-là que l'on observe dans la réponse métabolique. Ici, c'est le cholestérol LDL qui est présenté lors d'une intervention nutritionnelle. Alors, Ernie Schaeffer, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, avait réalisé cette étude dans laquelle les gens ont été soumis à une diète de type National Cholesterol Education Program, la phase 2, donc qui avait pour but de réduire la quantité de matière grasse et de cholestérol, l'apport en cholestérol des individus. Une approche qui va donner à l'échelle populationnelle une diminution des niveaux de cholestérol LDL, mais vous voyez à quel point c'est variable. La réponse est extrêmement variable et on observe exactement le même phénomène chez l'homme. C'est tout aussi variable. Et à cette époque, ce qu'on constatait, c'est qu'en considérant que les gens sont observants lors de la première intervention, si on refait la même intervention chez les mêmes participants, ce qu'on va observer, c'est une réponse lipidique qui va être stable. Donc, la réponse à une intervention nutritionnelle, elle est stable pour un même niveau d'observance, ce qui signifie qu'il y a des drivers internes qui gouvernent cette réponse, d'où l'objet des études génétiques sur la réponse, la réponse métabolique à des interventions nutritionnelles. Donc, cette variabilité de la réponse-là, vous l'observez aussi avec des médicaments hypolipidémiens. On voit un exemple ici avec les statines. On voit à quel point la réponse, elle est variable. Même chose, par exemple, pour des inhibiteurs de PCSK9. On voit la variabilité interindividuelle observée là, dans la réponse du cholestérol LDL à ces pharmacothérapies. Par contre, en pharmacothérapie de précision, vous travaillez avec des molécules dont on connaît la molécule, puis on connaît sa dose. En nutrition de précision, le défi vient du fait qu'une assiette, c'est toujours généralement bien garni. Donc, le paradigme qui complexifie la nutrition de précision vient du fait que chacun doit manger. Donc, on a des experts de la nutrition partout. Chacun doit manger. Chacun est expert de sa propre alimentation. Et bien, en plus, bien, on a des assiettes, comme je dis, bien garnies. Ici, on voit un exemple avec un profil méditerranéen qui va contenir de nombreux nutriments qui auront des effets bénéfiques sur la santé métabolique. On pourrait prendre à l'opposé une assiette composée d'une diète de type western et on y verrait plusieurs nutriments ou aliments qui auront des effets, mais peut-être plus néfastes sur la santé. Donc, c'est complexe parce qu'on travaille avec des gens qui doivent tous s'alimenter et on essaie de comprendre la réponse à quelque chose qui est extrêmement variable, l'alimentation, même d'une journée à l'autre, même pour un individu. Donc, il s'agissait de démontrer aux organismes subventionnaires, entre autres, qu'on est capable de trouver les déterminants d'une réponse à une intervention nutritionnelle. Donc, on travaille sur un phénotype de réponse à une intervention nutritionnelle. Ici, vous en avez une qui est très, très simple. Donc, des gens qui sont supplémentés en acides gras oméga-3 à raison de 3 grammes d'oméga-3 par jour pendant 6 semaines. Alors ici, on travaille avec des personnes qui sont normotriglycéridémiques, qui ont un IMC en bas de 30 et qui ne prennent aucun médicament qui pourrait influencer leur niveau de lipides sanguins. L'objectif est vraiment de pouvoir voir la variabilité interindividuelle dans la réponse et d'en trouver les déterminants. Faire cette démonstration-là qu'on peut travailler sur un phénotype de réponse. Alors, on voit tel qu'attendu, même chez des gens qui étaient normaux glycémiques, qu'on a diminué les niveaux de triglycérides sanguins, tel qu'attendu selon la littérature. On voit que c'est hyper variable et qu'on a un 30 % des individus qui ne répondent pas là, de manière favorable. Au même moment, dans les mêmes années en parallèle, les collègues du Royaume-Uni, Anne-Marie Miniane et puis Phil Calder, avaient une intervention tout à fait semblable
dans lesquels ils avaient eux aussi des individus qui n'avaient pas de dyslipidémie, sans médication. Et eux autres, leur intervention était de 8 semaines. Et ce qu'ils ont observé eux aussi, c'est que 30 des gens sont non-répondeurs à ce type d'intervention-là. Donc, nous, notre objectif, c'était d'identifier les déterminants de la réponse, de démontrer qu'on peut facilement trouver les déterminants d'une réponse à une intervention nutritionnelle. Alors ici, vous voyez une image de GWAS. Donc, on a fait un GWAS standard et on a eu 505 marqueurs qui étaient associés à la réponse, et ça en tenant compte là, des ajustements de l'âge, du sexe et de l'IMC qui ont un impact sur notre variable dépendante principale, donc les triglycérides. Donc, après régression conditionnelle, et comme on le voyait hier dans la présentation là, du professeur Boileau, on a essayé de trouver le nombre de SNP qui était maximal pour expliquer le pourcentage de variance, mais en étant minimal en termes de nombre de SNP si on veut développer une application. Donc, entre 505 et 31 SNP, le pourcentage de variance expliqué, la différence est à peu près seulement de 2 %. Donc, c'est beaucoup plus un ratio coût-efficacité. C'était beaucoup plus simple de travailler avec le 31 SNP. Il y avait un plus grand potentiel d'être capable de se convertir en une application éventuellement, donc à 31 SNP versus 505 SNP. Donc, évidemment, on avait un bon pourcentage de variance des réponses des triglycérides qui était expliqué. On a répliqué tel qu'attendu dans une cohorte indépendante, la cohorte d'Anne-Marie Miniane, dans l'étude, de Anne-Marie Miniane et de Phil Calder. C'était significatif aussi dans leur étude. Donc, on avait un score de risque génétique qui était significatif et qui permettait de bien distinguer les non-répondeurs des répondeurs à cette intervention nutritionnelle. Ensuite, avec des collaborateurs chez Nestlé et au Mexique, on a pu répliquer dans une autre étude indépendante avec des individus d'une origine ethnique différente, donc pas uniquement chez des Caucasiens, mais ici, cette fois, chez des gens qui étaient des Mexicains. Et ce qu'on a observé, encore une fois, c'est que notre score de risque à 31 SNP expliquait bien la variance là, de la réponse des TG. Et tel qu'attendu dans ce domaine, plus le phénotype était précis, là, vous voyez ici, on a utilisé une approche de fenêtre glissante ou sliding window pour démontrer que plus le phénotype est précis et plus le pourcentage de variance expliqué, évidemment, augmente. Donc, d'où l'importance d'avoir des phénotypes très clairs lorsque on travaille sur des phénotypes de réponse. Donc, on a une belle démonstration ici, puis une réplication dans une cohorte avec une origine ethnique différente. Ensuite, moi, je suis quelqu'un de sciences omiques, donc j'ai toujours un intérêt, oui, pour la génétique, mais aussi pour les autres sciences omiques. Alors, on a regardé si d'autres déterminants de type épigénétique ou métabolomique, par exemple, pouvaient venir nous aider à mieux prédire la réponse ou à mieux classifier nos sujets en répondeurs versus non-répondeurs. Alors, vous avez un exemple ici où on a ajouté de la métabolomique, donc des acides gras à chaîne courte, des acides biliaires avec un collègue français d'origine que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez, là, Olivier Barbier. Donc, avec Olivier, on a fait les acides biliaires. Avec un collaborateur au USDA, on a fait les espèces d'esters de cholestérol et de triglycérides. Et là, on a vérifié la capacité de chacun à prédire la réponse des triglycérides à notre intervention simple. On voit qu'on a une meilleure capacité de prédiction dès que les SNP, donc notre SNP, notre GRS à 31 SNP, fait partie du modèle. Et même, on voit qu'ajouter des déterminants métabolomiques n'ajoute pas vraiment la capacité de prédiction versus les SNP eux-mêmes. Et ici, suite à une publication dans la UK Biobank, où ils avaient trouvé des gènes qui interagissaient avec la supplémentation en acides gras oméga 3 pour prédire les niveaux de lipides sanguins. Donc ici, c'était dans une étude transversale, alors que nous, on travaille sur un phénotype de réponse des triglycérides. On a quand même vérifié si, lorsqu'on prend les SNP qui, eux, étaient associés, qui donnaient des effets gènes-diète significatifs d'un point de vue statistique, lorsqu'on les ajoutait à notre score à 31 SNP, lorsqu'on ajoutait les SNP de la UK Biobank,
Est-ce qu'on avait une meilleure prédiction? Et on voit que la réponse, c'est non. C'est peut-être attendu aussi, comme je vous dis, parce qu'ici, c'est une interaction qui est statistique dans une étude transversale, et nous, on était sur un phénotype de réponse. Mais bref, ils n'ont pas ajouté à notre prédiction, ce qui fait qu'à partir de notre score de 31 SNP, on a essayé de développer un outil d'aide à la décision pour les cliniciens en trouvant les valeurs seuils qui permettaient de prédire si les gens allaient être des bons répondeurs ou des moins bons répondeurs à une supplémentation en acide gras oméga 3. Donc, suite à ça, on a fait une revue systématique et un premier guide de pratique clinique dans le domaine pour essayer de guider les cliniciens sur l'utilisation des marqueurs génétiques pour prédire la réponse des lipides sanguins à une supplémentation en acide gras oméga 3. Donc, on voit que c'est possible d'utiliser des approches omiques assistées par la bioinformatique et l'intelligence artificielle pour être capable de trouver des déterminants de la réponse à des interventions nutritionnelles. C'est une démonstration qui est faite, ce qui permet maintenant de démontrer que le phénotype de réponse à l'alimentation, la nutrition, on peut le travailler et trouver ces déterminants. Par contre, évidemment, on a besoin d'études bien conçues, avec des puissances suffisantes et qui sont basées sur des profils alimentaires complets plutôt que sur des aliments ou des nutriments isolés. C'est important de bien répliquer les résultats, vérifier la validité dans des études d'origine ethnique différentes et aussi de vérifier la plausibilité biologique. C'est essentiel, bien que je ne vous ai pas démontré les études in vitro que nous avons faites, les études fonctionnelles, c'est quand même important de bien s'assurer que tout ça a une bonne plausibilité biologique. Et donc, peut-être, suite à ça, il sera possible de développer des applications de nutrition qui pourront être implantées en clinique lorsque les cadres éthiques et juridiques auront bien été finalisés. Maintenant, on voit que c'est possible, surtout en 2025, de travailler sur un phénotype de réponse à des interventions nutritionnelles, tout comme c'est possible de le faire en réponse à des agents hypolipidémiens. Donc, même si le fait, la nutrition, c'est un peu plus complexe, c'est possible, la démonstration est faite. Donc, maintenant qu'on sait ça, est-ce que les consommateurs sont intéressés? Donc, on a donc voulu vérifier si les gens connaissent que pourraient être des applications nutrigénomiques et quelles sont leurs attitudes par rapport à ça, quelle est la perception et peut-être les inquiétudes qu'ils auraient face à de telles applications. Donc, c'est un sondage qui a été réalisé il y a 10 ans, 1425 participants qui ont répondu et 91 % d'entre eux disaient être enclins à suivre des recommandations nutritionnelles qui pouvaient être personnalisées sur la base de leur profil génétique. Et lorsqu'on compare les résultats de cette enquête aux différentes enquêtes qui ont été réalisées en Europe et au Canada depuis 2008, ce qu'on voit, c'est un intérêt croissant pour des approches de nutrition de précision chez les consommateurs. Donc, on leur demandait aussi quel est le professionnel de la santé que vous considérez le plus qualifié pour vous aider à travers des approches de nutrition de précision. Et 93 % d'entre eux considéraient que le nutritionniste diététicien était le professionnel de la santé le plus approprié. Le second qui venait par la suite, c'était le médecin de famille. Lorsqu'on vérifie comment est-ce qu'eux autres ils perçoivent ça, donc quels sont les avantages qu'ils voient à ces approches-là et quels sont les désavantages qu'ils y voient. Alors, la santé, vous voyez, c'est le premier avantage rapporté. C'est pour ça qu'en nutrition de précision, on est beaucoup en promotion de la santé, en tout cas pour le moment. Ensuite, ils voyaient que ça pouvait aider à la prévention des maladies, que c'était des conseils nutritionnels qui étaient personnalisés, puis que ça pouvait permettre, par exemple, d'améliorer la diète. Lorsqu'on regarde les désavantages, plusieurs rapportaient qu'ils n'y voyaient pas beaucoup de désavantages. Certains rapportaient que ça pouvait causer des restrictions alimentaires et une certaine forme d'anxiété, de même que, par exemple, le plaisir de manger. Donc, c'est sûr que là, il y a une certaine vigilance par rapport à ça pour s'assurer qu'on ne vient pas ajouter à la problématique de comportement alimentaire là, qui est malgré tout assez présente, surtout chez les jeunes adultes. Donc, c'est sûr que là, ici, il y a des points là, de vigilance, comme la perte du plaisir de manger. C'est important. Le plaisir de manger doit demeurer, même dans des approches de ce type-là.
Et lorsqu'on regardait pour quels nutriments, par exemple, ils auraient aimé recevoir des conseils nutritionnels qui étaient personnalisés. Alors, c'est beaucoup au niveau là, des gras, des sucres qu'ils aimeraient avoir des conseils. Vous voyez le sel. Et des choses qu'ils aimeraient qu'on touche un petit peu moins. Il y a les aliments plaisir, caféine, alcool. Donc, vous voyez que ça venait en dernier. Lorsqu'on regarde, est-ce que les gens sont prêts à payer davantage à ce moment-là pour avoir des conseils qui vont être sur la base de tests génétiques, des conseils nutritionnels appuyés sur des tests génétiques? Ici, on voit une étude qui a été réalisée là, en Europe, 8000 participants. 30 des participants disaient être prêts à payer davantage pour des conseils nutritionnels qui seraient personnalisés, bien que ceci était variable en fonction de facteurs sociodémographiques. On a donc, de notre côté, aussi voulu vérifier si on avait toujours une perception favorable de la nutrigénomique 10 ans après notre première enquête, et aussi vérifier si la population québécoise est prête à payer pour obtenir des conseils nutritionnels qui sont personnalisés sur la base de leur génétique. Donc, c'est une enquête qui a pris fin en novembre dernier. Et on voit qu'on a eu 1188 réponses. Donc, vous voyez ici comment ça se distribue là, chez les hommes et les femmes. Et lorsqu'on leur demande, auriez-vous de l'intérêt à effectuer un test de nutrigénomique afin d'apporter des changements à votre alimentation en fonction de votre bagage génétique, on voit que la majorité répondent oui, très peu répondent non. Donc, plusieurs oui si c'est gratuit et même plusieurs oui même si le tout est payant. Donc, on voit qu'ils sont toujours intéressés. Et est-ce qu'ils considèrent qu'il y a une valeur ajoutée à l'obtention de conseils nutritionnels qui est basée sur la génétique? On voit qu'il y a aussi une perception assez favorable. 78 d'entre eux pensent qu'il y aurait une valeur ajoutée. Et là, ici, on compare est-ce qu'ils sont disposés à payer 250 $ canadiens pour des conseils nutritionnels qui sont adaptés en fonction de leur bagage génétique. Le 250 $ est basé sur le fait qu'une consultation en nutrition va coûter 250 $. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à payer 250 $ pour une consultation en nutrition à laquelle on ajouterait des tests génétiques? Donc, on voit qu'il y a une majorité, 53 % ici, bien une faible majorité, mais 53 % des gens répondaient oui. Et là, 250 $ pour des conseils nutritionnels là, basés sur les recommandations du Guide alimentaire canadien seulement, sans ajouter d'autres précisions dans le conseil nutritionnel, donc pas de test génétique. On voit que c'est seulement 30 % des gens qui sont prêts à payer le 250 $. Maintenant, on voulait savoir quels sont les obstacles et les facilitateurs à l'implantation de la nutrigénomique en sondant les professionnels de la santé, ici les membres de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, dont la majorité sont des femmes. Alors, on voit que les nutritionnistes connaissent ce qu'est la nutrigénomique, mais que la majorité d'entre elles, ou des nutritionnistes, 76 % des nutritionnistes considèrent ne pas avoir les connaissances nécessaires pour l'intégrer dans leur pratique clinique. Et on voit que les résultats montrent que les nutritionnistes ne se sentent pas suffisamment qualifiés, tout en considérant malgré tout qu'ils sont les professionnels de la santé les mieux placés pour éventuellement donner ces conseils de nutrition personnalisés. Donc, ici, on voit des résultats similaires dans une étude qui a été réalisée là, lors d'un congrès en Israël, donc avec un petit questionnaire. On voit que 94 % des répondants étaient des femmes, dont 60 % d'entre elles qui étaient des diététistes, là, des registered dietitians, considèrent eux autres aussi que la nutrition personnalisée est importante, mais encore une fois, rapportent ne pas avoir assez de connaissances là, pour pouvoir l'appliquer. Et ici, une étude plus récente réalisée chez les professionnels de la santé au Canada qui confèrent des soins en nutrition. Donc, la majorité d'entre eux sont à ce moment-là des nutritionnistes. On voit que, encore une fois, la majorité n'ont pas d'expérience à l'utilisation de la génomique nutritionnelle ou de la nutrigénomique dans le cadre de leur pratique clinique. On voit ici que pour ceux qui l'utilisent dans le cadre de la pratique clinique, l'utilisent parce qu'ils pensent que leurs patients ou clients seraient plus motivés dans un contexte comme ça, que le fait que ce soit personnalisé, ça l'aide à motiver leurs patients.
Et ceux qui ne l'utilisent pas bien, considèrent que c'est parce que c'est vraiment trop compliqué. On sondait aussi sur les ressources éducatives qu'ils jugeaient les plus utiles pour les aider à éventuellement intégrer de la nutrition de précision dans leur pratique clinique. Et on voit que pour 85 d'entre eux, ce qu'ils voulaient, c'était des lignes directrices de pratique clinique, ce qui existe à peu près peu ou pas. Comme je vous disais, celui qu'on a publié avec les oméga-3 est, à notre avis, à moins du contraire, le seul pour le moment là, qui est publié dans le domaine. Alors, c'est pour ça que nous, on a décidé de le publier. On a aussi fait une carte de soins avec des collègues canadiens. À peu près tous les collègues canadiens qui travaillent dans le domaine ont contribué à cette publication-là. Donc, faire des cartes de soins pour aider les gens qui sont les cliniciens en nutrition. Et on a fait un document pour l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec pour leur aider, les guider dans l'utilisation de la nutrigénomique dans le cadre de leur pratique clinique. Donc, on voit que les consommateurs sont intéressés, mais que les cliniciens ont encore besoin de formation, de guides, de pratiques cliniques, de cartes de soins, etc. Et pourquoi ça va être important qu'on s'y mette? Parce que ce besoin-là de formation en nutrition est rapporté lorsqu'on fait des enquêtes semblables. Il y en a eu aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, il y en a eu dans plusieurs pays. Et les nutritionnistes rapportent toujours là, ce besoin de formation-là. Bien, c'est sûr qu'il va falloir accélérer la formation parce que lorsqu'on regarde ici des études réalisées par Rodrigo San Cristobal, ici, qui était mon postdoc, mais une étude qu'il a réalisée alors qu'il était aux études de doctorat avec Alfredo Martinez en Espagne. Donc, ici, dans la Food for Me Study, donc une étude d'intervention dans laquelle il vérifiait l'adhésion à la diète méditerranéenne. Ici, Justine, ma postdoc, lorsqu'elle était au doctorat dans une étude de perte de poids, là, on les regardait, l'intervention de perte de poids plus personnalisée, quel était l'impact. Et ici, un collègue de l'Université de Toronto qui regardait l'effet, par exemple, de donner des recommandations nutritionnelles basées sur le guide alimentaire canadien simplement versus les personnaliser avec un test de nutrigénétique, le test de la compagnie dont il est le propriétaire, donc il est professeur à l'Université de Toronto et propriétaire de la compagnie Nutrigenomics. Alors, ce que ces trois études-là démontrent, elles démontrent toutes les trois que plus le niveau du conseil est personnalisé, plus on ajoute de la précision en l'accompagnant, par exemple, d'un profil génétique, de test génétique, on voit qu'il y a une plus grande adhésion aux recommandations nutritionnelles qui leur sont données, que ce soit l'adhésion à un profil alimentaire type méditerranéen ou un protocole de perte de poids ou tout simplement de suivre des recommandations nutritionnelles qui permettent d'optimiser la santé. Et on voit aussi que l'adhésion est sur de plus longues périodes ou à plus long terme. Plus c'est personnalisé, plus il y a adhésion et sur un plus long terme. Donc, c'est des outils de plus pour les cliniciens, ces approches-là, mais ça demeure difficile pour eux de les utiliser. Par contre, ça leur permet de faire adhérer un plus grand nombre de participants, des gens qu'on ne réussissait pas à faire adhérer autrement aux recommandations nutritionnelles. Et ici, un petit constat qui démontre une étude réalisée par Jean-Philippe Drouin-Chartier, un collègue de l'Université Laval, qui démontre, par exemple, que chez les utilisateurs de statine en monothérapie, la qualité de l'alimentation elle est moindre que chez ceux qui ne sont pas des utilisateurs de statine. Et ça démontre encore une fois que notre complémentarité est sous-optimale entre la qualité de l'alimentation et l'utilisation, par exemple, d'hypocholestérolémiens en prévention primaire. Donc, ça veut dire que la nutrition de précision, elle suscite vraiment un intérêt qui est croissant, autant chez les consommateurs que chez les professionnels de la santé. Par contre, si on veut en faire une mise en œuvre qui pourrait être rigoureuse et efficace pour les patients et la population, bien, il faudrait doter ces professionnels de la santé-là des connaissances et compétences afin qu'ils puissent inclure là, des approches de précision là, dans leur pratique clinique. Donc, c'est important parce que ces approches de précision-là, la littérature tend à démontrer que ça renforce, ça favorise l'adhésion aux recommandations. Donc, c'est primordial qu'on évolue et qu'on développe les normes et les cadres de pratique dans le domaine afin de pouvoir implémenter des approches de précision, de nutrition précision et d'harmoniser les cadres de recherche et de pratique clinique,
dans l'objectif ultime de favoriser une transition vers une santé durable et plus personnalisée. Alors, à ma question de départ, est-ce que finalement la nutrition de précision, c'est un outil de plus? C'est une avancée réelle en prévention primaire et secondaire. Comme j'ai dit, on se place beaucoup en promotion de la santé, beaucoup plus qu'en prévention et traitement. Est-ce qu'il y a de la place pour inclure des approches de nutrition de précision dans la prévention primaire et même secondaire? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on devrait même d'emblée parler de lifestyle de précision, donc déjà penser aux autres composants du lifestyle, pas juste l'alimentation? Donc, ça veut dire, est-ce qu'on est prêt à briser les silos disciplinaires? Parce que dans les dernières décennies, on a quand même travaillé, malgré tout, en silos, médecine de précision, pharmacothérapie de précision, nutrition de précision, alors qu'on aurait pu bien apprendre aussi les uns des autres. Alors, est-ce qu'on est rendu là? C'est ma question. Peut-être oui, peut-être non. Et avant de terminer, mais j'aimerais remercier ma gang au fil des années qui ont permis de réaliser ces études, de même que les organismes subventionnaires. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était très intéressant. Moi, j'ai juste une question très naïve avant de prendre les questions. Est-ce que vous avez une différence, vous observez une différence homme-femme dans l'intérêt déjà de ces approches nutrigénomiques et puis ensuite dans l'adhésion finalement aux recommandations? L'intérêt, oui, parce que lorsqu'on sonde, malheureusement, c'est toujours plus des femmes qui vont nous répondre que des hommes. Donc, dans l'intérêt, c'est ce qu'on a observé. Par contre, lorsqu'ils répondent, là, leur réponse se compare. Mais il y a un intérêt qui est moindre au départ quand ils font déjà le choix de ne pas nous répondre. Donc, c'est là qu'on voit une différence. Dans l'adhésion, lorsqu'ils y arrivent, puis là, ils sont en consultation, puis là, on vérifie l'adhésion des hommes versus des femmes, là, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce serait faux de dire qu'il y a une grosse différence, mais dans l'intérêt primaire de faire le choix de nous répondre, de participer, bien là, on voit que c'est plus les femmes. Puis, malheureusement, là, la pandémie a fait un certain recul où la responsabilité, les études démontrent que la responsabilité de faire les courses, d'alimenter la famille, elle est encore revenue un petit peu plus sur les femmes que sur les hommes. Donc, il faut à nouveau retravailler pour que les hommes s'impliquent. Merci. René? Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur l'aspect aigu versus chronique. On sait par exemple que pour les acides gras, chez une personne, quand on apporte sur un repas des saturés, des polyinsaturés, des monoinsaturés, ça ne joue pas beaucoup sur la production des chylomicrons. Par contre, de façon chronique, clairement, les saturés augmentent cette production par rapport aux monoinsaturés et encore plus par rapport aux polyinsaturés. Avec des SNP là aussi qui déterminent ça, la réponse postprandiale. Comment vous intégrez l'aspect repas de l'aspect alimentation chronique? Comment vous faites? Est-ce que c'est une composante On a déjà, dans plusieurs études cliniques, on étudie les deux. Donc, on étudie le déterminant de la réponse immédiate suite à un challenge, par exemple, de type, je veux dire, fat load en français, en tout cas, c'est ça, fat load. Donc, dans plusieurs études, on le fait et on fait aussi la réponse là, à l'intervention globale. Et évidemment, là, lorsqu'on y va, par exemple, en transcriptomique, ce n'est pas la même chose qui allume au départ, mais ça fait qu'au final, par exemple, on arrive à la même place. C'est ce qu'on observe. Fait que ça, on le fait beaucoup là, dans des études de transcriptomique. Donc, ça l'allume, ça réagit fortement, et quand même, ce profil-là prédit là, notre finalité. Mais on ne le fait pas dans toutes nos études. Comme ici, celui avec lequel on a fait une démonstration complète, celui-là, on ne l'avait pas fait là, en aigu. Mais on le fait dans plusieurs protocoles à partir de tissus cibles, donc parfois à partir de biopsies musculaires, de biopsies de tissu adipeux, dépendamment là, de l'intervention qu'on avait. C'est quelque chose d'hyper intéressant, mais comme je disais, ça ne change pas la finalité que malgré tout, le profil de départ, c'est toujours notre meilleur prédicteur de la réponse post, même si, entre-temps, il se passe toutes ces choses. C'est ce que nous, on observe à travers du RNA-seq ou ces études de transcriptomique pangénomique. Franck?
Oui, bonjour. Merci. Bonjour, je suis cardiologue. Je trouvais très intéressant votre approche de nutrition de précision. Est-ce que tout ça, malheureusement, ne peut pas être balayé à cause, entre guillemets, ou avec les agonistes de GLP-1 ? Et est-ce que quelqu'un a travaillé, ou vous-même, sur la réponse, justement les déterminants de la réponse, et est-ce qu'il y a un score génétique, finalement, pouvant prédire la réponse, parce qu'il y a certains patients qui sont résistants à la perte de poids sous agonistes de GLP-1. C'est ça. Là, il y a tout un volet de ma recherche. J'ai toujours eu 2 grands volets. L'autre grand volet, c'est l'hétérogénéité des complications métaboliques associées à l'obésité et la réponse à la perte de poids, par exemple, via une chirurgie bariatrique. Alors, on a des super beaux scores de risque génétique qui prédisent là, la réponse à une chirurgie bariatrique. L'arrivée de ces médicaments-là, évidemment, bouleverse le domaine de l'obésité. Dans ma carrière, je dirais que depuis les statines que j'avais vues arriver alors que j'étais jeune aux études graduées, et là, ça maintenant, c'est le plus grand bouleversement pour les gens qui travaillent en nutrition, en lifestyle. Mais les gens demeurent quand même convaincus de l'importance. Et là, lorsque je discute avec des collègues sur des projets qu'on est en train de planifier, ils voient déjà la réponse hyper variable qui dépend aussi beaucoup probablement des habitudes de vie des gens et qui, là, eux autres aussi sont déterminés génétiquement. Donc, je n'ai pas de réponse aujourd'hui pour vous, mais c'est des projets qu'on développe en ce moment et c'est ça, nous aurons les réponses éventuellement. L'arrivée est jeune, mais c'est un paradigme extraordinaire là, pour nous, les chercheurs dans ce domaine-là. Philippe C'était effectivement très intéressant. J'ai une question. Vous avez basé le raisonnement et construit le PRS sur la réponse des triglycérides en termes de marqueurs de bonne santé, en proxy de santé cardiovasculaire. Mon souci, c'est que l'EPA a montré qu'on pouvait améliorer la santé cardiovasculaire sans avoir de variation de triglycérides. Donc, peut-on baser le conseil nutritionnel uniquement sur ce marqueur variation des triglycérides? Non, évidemment. Là, ici, si vous me demandiez là, lequel je ferais une implantation le plus rapidement en clinique, ce ne serait pas celui-là. Mais celui-là servait à faire une démonstration complète là, que c'était possible, qu'on est capable de trouver des valeurs seules, qu'on est capable de faire des prototypes d'aide à la décision, etc. Mais ce que vous dites, on l'a travaillé beaucoup, peut-être avec des collègues justement que vous connaissez là, de l'Université de Sherbrooke, où on voit l'incorporation est aussi beaucoup dépendante de certains facteurs génétiques et même l'incorporation n'est pas nécessairement parfaitement corrélée avec le taux de triglycérides après. Donc, oui, notre proxy est assez grossier. Là. Les triglycérides, c'est assez grossier. Par contre, en métabolomique, avec le collègue du USDA, on était capable de voir chez qui. C'était des gens qui avaient la réponse, elle était bonne et elle était efficace lorsque les gens avaient des triglycérides de certaines longueurs. C'est ce qu'on observait. Fait qu'on était capable de raffiner aussi là-dedans, mais ça ne donnait pas grand-chose sur la prédiction globale là, lorsqu'on garde notre variable indépendante principale qui était réponse DTG. Encore une question si on a le temps. Merci beaucoup. Vous avez, au sujet des tests nutrigénomiques, vous avez évoqué que c'était important encore de faire de l'éducation des professionnels de la santé. Mais qu'en est-il des patients au niveau de la littératie en santé? On sait que la littératie en santé elle est beaucoup associée à l'obésité, un manque de littératie en santé. Alors, comment vous allez adresser cette problématique auprès des patients? Je vous dirais que ça demeure un défi. Déjà, on en parlait entre collègues hier, déjà, la consultation nutritionnelle, c'est un défi parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est communiquée. Ça prend un bon niveau de littératie pour avoir une bonne rétention après une communication en nutrition. On ajoute un niveau de complexité. Évidemment, les professionnels ne se sentent pas prêts, ils ne comprennent pas exactement le résultat des tests puis ne savent pas encore comment le communiquer. Alors, je dirais que c'est notre obstacle majeur. Ça devrait être une priorité de recherche, là, ça, des prochaines années pour ceux qui s'intéressent à ça. Parce que je ne sais pas si ailleurs, ça va mieux que nous, au Canada, mais pour le moment, au Canada, c'est un trop grand défi. Par contre, ceux qui étaient hyper motivés, les études démontrent que ceux qui étaient hyper motivés, qui sont allés eux-mêmes consulter les nutritionnistes pour avoir
des conseils nutritionnels personnalisés parce que c'est disponible quand même à travers le test qui est commercialisé au Canada et ailleurs dans le monde, là, du collègue de l'Université de Toronto. Ça se passe bien parce que tout a été bien étudié pour savoir comment communiquer, mais ça se passe bien, mais il y a le biais que c'était des gens qui ont fait ce choix-là, donc qui étaient prêts. Et ce que je n'ai pas démontré ici, là, à travers mes diapositives, mais on a aussi regardé le niveau de littératie des gens. Plus sont intéressés, il y avait un questionnaire de... Plus sont intéressés par ces approches-là, plus ils ont un niveau de littératie élevé. Moins ils sont intéressés, plus leur niveau était bas, à travers un test standardisé là, de connaissances générales qui faisait partie de notre enquête, mais que je n'ai pas montré ce matin. Une dernière question courte. Oui, Philippe. donc société francophone, moi j'ai un petit problème nosologique, parce que diète en anglo-saxon, ça se traduit aussi bien en français par diète et par régime. Or, diète, c'est mode de vie, et régime, c'est régimen, c'est gouverner. Et quand vous faites traduire les textes anglais par ChatGPT ou par Gemini, il vous met régime et diète sans que je sache vraiment quels sont finalement les critères de classement. Si on revient à la diète méditerranéenne, l'OMS l'a décrit avec 7 régimes différents de 7 pays différents, ce qui ne correspond pas à une alimentation avec des aliments précis, mais plutôt un mode d'alimentation qui est le partage des aliments et la convivialité. Ça veut donc dire que c'est très global. Et donc, pour moi, à mon avis, avant de faire quelque chose de personnalisé, apprenons aux gens à partager la nourriture et, comme le dit l'OMS, utiliser les produits de l'environnement proche et les produits de saison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis 100% d'accord avec vous. Ça fait 26 ans maintenant que je suis dans un département de nutrition. Vous imaginez qu'on en a discuté énormément. L'avantage que nous, on voit ici, puis qu'on essaie de démontrer, c'est que malgré tout, même si on dit aux gens de mieux manger, d'adopter des profils, par exemple, de type méditerranéen, qui sont intéressants, dont les effets santé sont bien connus, si on prend pour nous au Canada, certaines périodes de l'année, ça peut être un peu plus difficile. On a vérifié, par exemple, l'adhésion à un profil méditerranéen en fonction des mois au Québec en s'approvisionnant localement. Donc, des collègues ont travaillé là-dessus. On comprend que certains mois, c'est difficile. Donc, c'est sûr que d'un point de vue professeur dans une école de nutrition, on va toujours préconiser au départ des approches comme vous mentionnez. Par contre, ceux qui travaillent en clinique vont dire que souvent, ils sont au bout de leurs options pour des patients. Et là, ce que nous, on propose, c'est juste un outil supplémentaire dans leur coffre à outils parce qu'avec ça, on va chercher des patients qu'on n'irait pas chercher autrement. C'est comme ça qu'il faut plus le voir, mais ça ne change pas qu'au départ, on va favoriser plus ce que vous disiez dès le départ, mais il faut se rappeler que pour ceux pour qui ça n'a jamais fonctionné, qui ont besoin de plus, bon, c'est correct, les facteurs de motivation sont différents, bien, c'est un outil de plus. C'est pas nécessairement, ce qu'on propose là, ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. Mais ça peut être pour un sous-groupe de la population qu'on va chercher de cette manière-là et qui, là, adopte des profils nutritionnels plus santé. C'est comme ça que moi, je vois ça. Pas plus que ça. Merci beaucoup pour ces discussions Merci. passionnantes. On va passer